on est au plein cœur de Florence, sur la place Santa Maria Novella, cette fameuse place où il y avait les frères dominicains qui ont créé cette marque Santa Maria Novella, notamment le parfum de Catherine de Médicis. Catherine de Médicis. Son parfum, l'eau de la reine. Les moines dominicains de Santa Maria Novella ont rendu célèbre cette officine il y a plus de 400 ans en créant le premier parfum à base d'alcool. Conçue pour son mariage, elle l'emporte en France en 1533. Il fut célèbre dans toute l'Europe. Eugenio Alfonderi, le directeur charismatique de l'officine, présente ses trésors à Stéphane. Ici, c'est le bureau des frères directeurs et un expositeur. Et les prix sont en paoli, pas lire. C'est le temps des Médicis, c'était la monnaie qui avait lieu au temps des Médicis. D'accord, ça c'est les prix qui sont indiqués et les produits qui étaient vendus à l'époque. Je vois l'eau de miel, le rose, la vendaie, le sans pareil. Le sans pareil. Ouverte en 1612 par des moines dominicains, cette pharmacie-parfumerie est la plus ancienne du monde occidental. Les parfums y étaient composés de plantes aux vertus médicinales censées lutter contre les miasmes porteurs de maladies, comme la peste. Ici, c'est les grandes salles de vente. Dans le temps passé, c'est l'église Saint-Nicolas. C'était l'église Saint-Nicolas ici. L'église Saint-Nicolas. Après, les frères Thomas et Valori, il a dit oui, c'est une très bonne chose pour faire... Pour la vente. Pour la vente. Et l'inscription, c'est l'inscription en italien, en français, en latino et en anglais. Sur les soffites, il y a les 4 continents. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent là? Au magnifique monument de Sainte-Marie Nouvelle, le frère Damien Béni, pharmacien, ajoutait celui-ci qui peut être ne leur cédant rien. Ici, nous avons 2 choses très importantes. Le premier, c'est l'aceto et le vinaigre de 7 ladri, l'eau. Le parfum de Susskind, 7 voleurs. Oui. Je pense que c'est ici parce qu'il y a 2 choses. Mais là, ça va être contre moi surtout. Là, à l'époque, le parfum servait pas simplement pour sentir bon, il sentait aussi pour soigner, c'est ça? Oui. Mais l'histoire plus importante, c'est la Catherine de Médicis. Elle a fait la commission à les frères dominicains de les parfums, et qui s'appelle l'eau de la reine. C'est le premier parfum avec alcool. Après le parfum alcool qui a été créé ici. Si, c'est le premier. C'est très important. On poursuit la visite? Oui. Allez. Et ça date de quelles années ces jars? 1400, 1800. Là, qu'est-ce que c'est par exemple ça? Il y a les recettes de Santa Maria Novella. Donc là, il y a la recette originale de l'eau de la reine. Oh oui, il n'y a pas. Hein? C'est gardé secret. Pour moi, c'est très important. Les moines cultivaient leurs plantes dans un jardin dit des simples. Elles étaient utilisées pour fabriquer des élixirs, huiles essentielles, pommades et différents baumes. Le plus célèbre de ces jardins est celui de San Marco via Micheli, rattaché au musée d'histoire naturelle de Florence. Il compte près de 9000 spécimens de plantes d'une grande diversité d'arômes. Monsieur Luzzi en est le responsable et le jardinier. Donc on est ici dans le jardin des simples. Et c'est quoi ce jardin? Ici, nous sommes au jardin des simples de Florence. Il est appelé le jardin des simples parce qu'il s'agit de plantes médicinales. Des plantes médicinales. Et lors de sa création dans les années 1500, les plantes médicinales étaient définies comme simples. Chaque plante était appelée un simple.
Pourquoi ça a été créé ici, au centre de Florence? Ce jardin botanique a été créé par Cosimo de Médicis le 1er décembre 1545. Et c'est le jardin jumeau de celui de Pise, qui avait été créé en 1543. Cosimo Ier avait transféré la faculté de Florence à Pise. Et pour permettre aux étudiants florentins qui étudiaient à Pise de continuer leurs études pendant leurs vacances florentines, il créa ce jardin de plantes originales également à Florence, pour montrer aux étudiants les plantes vivantes. Auparavant, ils ne les étudiaient qu'au travers des textes antiques. Ils ne voyaient pas la plante. C'est-à-dire qu'ils lisaient les noms des plantes et ce pourquoi elles étaient utilisées pour les soins. Mais par contre, ils n'avaient pas la visu, ils ne connaissaient pas la couleur des plantes, la forme, etc. Et ça a été créé pour ça. Pour ça, si. Una pianta. Celle-ci est très intéressante. Le Sedum telefium, appelé aussi plante de la Madone. Plante de la Madone. Déjà, les latins et les grecs l'utilisaient comme plante médicinale. En cas d'inflammation, on pèle la feuille. Mais elle sert surtout à refermer des plaies et des blessures difficiles à guérir. C'est-à-dire que ça, c'est une plante qui était utilisée dès 1545 en plante médicinale pour soigner les petites infections, pour suturer aussi. Et aujourd'hui, cette plante-là est utilisée aussi dans l'hôpital de Florence. Avant l'opération, pour éviter l'opération. Est-ce qu'il y a d'autres plantes justement comme ça qui servaient à soigner, que l'on peut voir? Une autre plante très intéressante, typique de la tradition florentine du XVe siècle, est la grande balsamite. Elle portait le nom de plante anti-hystérique parce qu'elle calmait et empêchait les évanouissements, surtout chez les femmes. Aujourd'hui encore, on fabrique cette eau qui ne s'appelle plus eau anti-hystérique, mais eau de Santa Maria Novella. C'est la même eau, faite surtout de grande balsamite, d'un peu de cannelle. Elle est très importante pour la tradition florentine. L'emblème de Florence, la fleur d'iris, est réputée en parfumerie. Sa rareté en fait son prix. Certains la qualifient d'or bleu de Florence. Alors là, on vient de quitter Florence, on est vraiment dans la campagne florentine. À la rencontre, nous allons rencontrer un producteur d'iris dans la région donc, de Toscane. Et nous sommes sur ces routes justement de campagne. Et là, on est entouré d'oliviers, de vignes et donc de producteurs d'iris. L'intérêt pour moi, c'est d'aller comprendre comment fonctionne la récolte d'iris et puis derrière, cette partie de séchage qui est indispensable à l'utilisation pour obtenir les meilleurs iris au monde, hein, puisque l'iris pallida est l'iris le plus connu pour la parfumerie. Et donc j'arrive à la ferme. Là. Ce n'est pas pour ses fleurs, mais pour ses racines que l'iris est cultivé. La poudre de racines d'iris possède une odeur très subtile et réputée depuis des siècles. La ferme d'Alessandro en possède plusieurs hectares au milieu de champs d'oliviers. Salut Stéphane. Ah Alessandro. Comment ça va? Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Ah, c'est vraiment très beau ici.
Voici le plus grand champ de ma ferme d'iris. Combien d'hectares tu as ici, Alessandro? À peu près 6 hectares au total. Cette parcelle en fait 2. Comme on peut le voir, la floraison est finie. Oui, c'est fini depuis 2 semaines. Le temps de la floraison dépend beaucoup de la saison, mais elle a généralement lieu entre la fin avril et la mi-mai. Oh, mais ok. Oui, parce que juste après cela, on replante les nouveaux rhizomes avec les feuilles. Combien de temps faut-il pour obtenir une bonne racine d'iris? Ça dépend toujours du sol, mais entre 3 à 5 ans. 3 à 5 années. Et chose très importante, l'iris ne supporte pas les terrains humides. C'est ce qui explique que ce sol soit composé de nombreuses grosses pierres. C'est le sol adéquat pour cette fleur. Dans mon exploitation, on compte 4 ou 5 différents types de sols. Je pense aussi que quand on fait à la fois de la production et de l'extraction, il est possible qu'on n'obtienne pas toujours les mêmes substances, les mêmes odeurs et les mêmes goûts. Ça dépend du sol, un peu comme avec les vignes. Et après, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est l'extraction de la plante. D'abord, on récolte la plante entière avec ses feuilles. Ensuite, on garde les feuilles avec son rhizome. Ok. Voici un échantillon de mes racines. Ces plantes ont poussé en 2009 et ont été récoltées en 2012. Ok, donc 3 ans après. Oui. Alors, c'est une production de 2012, après 4 ans d'assèchement. Oui. Ça, c'est 2013, l'année suivante. On voit tout de suite la différence. Ils n'ont pas la même taille. Ok, scratch. On sent bien le côté poudré. Moi, ce qui m'intéresse dans cet iris de Florence, c'est comment on peut obtenir cette belle odeur de beurre d'iris, à la fois poudré, avec des notes de violette. Et ce qui m'intéressait, c'est de comprendre tout le procédé pour obtenir ce beurre d'iris. Et après, comment on pourrait effectivement demain améliorer le procédé ou peut-être trouver un côté un petit peu différent de l'iris traditionnel. Et ça, c'est le travail effectivement de l'extracteur ou du système de séchage de l'iris. Mais là, on voit très bien qu'entre deux productions, de 2 lots différents, venant de 2 champs différents, on a déjà des notes qui sont très différentes. Iris production. Good. And De l'autre côté de la frontière, en France, la contre-attaque a démarré. Les producteurs de plantes à parfum ont créé l'association Les Fleurs d'Exception du Pays de Grasse, qui est à l'origine d'un nouvel essor économique de la capitale de la parfumerie. Sébastien Rodriguez fait partie de cela. Riche du savoir-faire de ses aïeux, il a remis au goût du jour une plante mythique qu'affectionne aussi Stéphane, le lys de la Madone. Allez Seb, en plein boulot, et Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Cette plante-là qui avait un peu disparu justement de la parfumerie, et que tu remets au goût du jour aujourd'hui. Oui, alors ça a été retrouvé un peu dans les écrits, des anciens parfumeurs, aujourd'hui en retraite, qui m'en avaient parlé. Quand ils étaient à l'école de parfumerie, ils avaient senti cette petit extrait. Ils avaient gardé ça en souvenir. Moi, j'ai essayé aussi de chercher un peu à Grasse, à la bibliothèque de Grasse. J'ai retrouvé un peu des zones de production. Et puis j'ai retrouvé du côté du quartier de Saint-Jacques à Grasse, un vieux monsieur. Il faisait un terrassement en plus pour construire la maison de son fils. Et j'ai sauvé une extrémiste 10 bulbes.
10 bulbes. Et à partir de là, bon, j'ai ressemé, récupéré les graines, ressemé, refait partir. Les premiers plants, c'est moi qui ai dû polliniser pour être sûr d'avoir des graines et pouvoir ressemer et multiplier mes bulbes. Tu as fait ça à la main, donc C'est ça, alors j'ai récupéré quelques fleurs, récupéré les étamines, les pistils, récupéré le pollen, castrer les fleurs que j'allais polliniser pour pas qu'elles puissent se polliniser elles-mêmes. Et puis après, avec un petit coton-tige ou un petit pinceau, étaler. Donc tu as donné un petit coup de main à la nature finalement. C'est ça, et pour m'assurer une production de graines viable pour pouvoir lancer une production de bulbes. La remise en plantation, en multiplication, c'est quelque chose qui demain peut couvrir beaucoup de parcelles à Grasse? Alors oui, c'est parce que ça pousse sur des petites parcelles, des petites restanques, c'est facile à faire pousser. Bon, il faut bien sûr la demande. Ça ne demande pas beaucoup d'entretien? C'est ça, mais bon, ce qui demande, c'est la multiplication du bulbe et puis recréer la filière avec un parfumeur qui puisse l'utiliser et puis des consommateurs qui seront heureux de se parfumer avec. La demande des grandes maisons comme Dior ou Chanel permettent aux cultivateurs grassois de développer l'iris. La production d'iris française surpasse aujourd'hui celle d'Italie. Ironie du sort, ce sont les paysans italiens qui les ont essaimés dans la région. Et donc, tu es arrivé sur Grasse il y a combien de temps? Plusieurs siècles. Hein. Ah, plusieurs siècles, oui. Plusieurs siècles. Bah, on est un peu incapable de donner une date exacte, parce que ce qu'il y a de bien dans l'iris, c'est qu'il voyage facilement dans les poches. Ça fait que beaucoup d'Italiens qui traversaient la frontière d'Italie vers le sud de la France, ils partaient de chez eux avec des iris dans les poches. Et l'iris, il était cultivé sur les terrains, voilà, comme ça, escarpés, pauvres, sans eau, sans rien. Et quand les Italiens arrivaient, il n'y avait pas de terre disponible. Donc on leur donnait toujours des petites restanques, des petits talus. Et malgré tout, ils plantaient ces iris, ils les récupéraient. Le soir, à la veillée, il les nettoyait, il les coupait en tranches et il faisait sécher. Et quand il y avait besoin d'argent dans la famille, un enfant qui se mariait, ils prenaient les iris secs, les rhizomes, ils allaient les vendre. Et c'était un peu la banque de nos anciens. Que la plupart des plantes à parfum, c'est toujours des fleurs ou des produits fragiles, périssables en 48 heures. Et là, ça permettait au moins de pouvoir stocker ça dans les caves à la ferme. Et puis, quand on avait besoin d'argent, on allait vendre un peu d'iris. Donc, ils sont arrivés il y a plusieurs siècles. Maintenant, il faut qu'ils restent là. Pour qu'on puisse après... les générations à venir. Voilà, c'est ça. Alors moi, tu vois, ce qui m'intéresse sur l'iris, c'est de travailler aussi différemment. Et donc, j'ai commencé à travailler sur la torréfaction des racines d'iris. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse sur l'avenir. Alors, on n'a pas réussi, certains sont très brûlés, d'autres pas assez torréfiés. Mais je pense qu'il y a un gros travail à faire dans ce domaine-là pour donner d'autres possibilités de développement à l'iris. D'accord. Delphine et l'iris. Bonjour Delphine, tu vas bien? Bien. Et vous, ça va? Ça va. J'ai demandé à Delphine de venir pour essayer de comprendre un peu mieux la matière, mais aussi l'histoire de l'iris. En fait, l'iris, c'est la fleur royale par excellence. C'est les racines qu'on utilise. Et de ces racines, qui doivent rester 3 ans sous terre et ensuite 3 ans à l'étuve, ces racines vont se charger d'hirone, la molécule iconique de l'iris. Et c'est cette molécule qui est présente qu'après maturation qui va donner cette odeur emblématique. Et on dit que l'iris, on décrit souvent l'iris soit comme chocolaté, mais surtout comme poudré. C'est le grand descripteur de l'iris. Et en fait, c'est poudré parce que pendant longtemps, on broyait la racine d'iris et on en faisait de la poudre cosmétique. La poudre de riz, en fait, c'est la poudre d'iris. Mais il y a aussi une autre raison historique, c'est que Grasse, à la base, c'est une ville de tannerie, de tanneurs. Et pour tanner le cuir, on a besoin d'urine de vache, de fientes de pigeon, ce qui donne et ce qui laisse une merveilleuse trace olfactive au cuir. Et les nobles portaient du cuir, notamment en gants, pour se protéger des miasmes. Ce qu'on craint le plus à l'époque, c'est la peste. Et pour se protéger de tout ça, on porte des gants qui puent. Et donc, on va essayer de masquer cette odeur. On coupe donc le gant en deux. On insère dedans des fleurs blanches de préférence, tubéreuses, fleurs d'oranger, jasmin. Ensuite, on recoue et on le laisse macérer, on dit enfleurer, pendant 1 semaine minimum. Et ensuite, le gant est imprégné durablement. En fait, la mode des gants parfumés, elle est arrivée à Paris par Catherine de Médicis. Et c'est aussi l'origine florentine des parfums français. À la cour des Médicis, les gants représentaient le symbole absolu du luxe et firent du parfum un des objets de raffinement précieux à posséder.
À Florence, l'histoire renaît chez Aquaflore, une des dernières enseignes à travailler le cuir parfumé. À l'époque, à Florence, le parfum était utilisé à des fins médicales. Les Médicis avaient pour habitude de porter des masques quand ils rendaient visite aux malades. Ces masques arboraient 2 trous sur lesquels étaient placés des bouts de tissu parfumés. Ils pensaient que cela les protégerait des mauvais germes. Ils se couvraient et se protégeaient de la maladie. Donc ils mettaient du parfum sur tout ce qu'ils touchaient. Et c'est pour cela que Catherine de Médicis portait souvent des gants. Pour qu'elle puisse toucher n'importe qui ou n'importe quoi. Exactement. La main était le point de contact avec les autres personnes. Et quand on prenait une main pour faire le baise-main, on ne l'embrassait pas. On la sentait. Donc on y mettait du parfum. Ensuite, cela permettait également d'éviter d'attraper toutes sortes de maladies ou de germes. Il y avait donc cette double fonction. On portait du parfum pour plusieurs raisons. Chaque famille avait son propre parfum. Ça différenciait les familles. Tous les cuirs étaient parfumés et chaque famille avait un seul parfumeur attitré à même de parfumer leur cuir. C'était une tradition, un rituel aussi. Et ici, chez Aquaflore, vous avez des gants parfumés? Il est aujourd'hui très difficile de faire des gants parfumés. On en a fait à une époque. Mais vous voyez, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas parfumer le cuir à la fin, mais bien au début, pendant le procédé de tannage? Tout à fait. Parce que si vous ne le faites pas à ce stade, ça ne marche pas. Je vais vous montrer. Ça me rappelle les tanneries. Après le tannage de la peau, on a ce qu'on appelle le stain. Et on a sur ce stain, justement, cette odeur-là. Une odeur de peau, poudrée. Bah, c'est sur stain. C'est sur stain, là. C'était pas fini. Vous voyez, l'odeur ne part pas. OK. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. À Grasse aujourd'hui, on ne fabrique plus de gants, mais la création de parfums est devenue au cours des siècles la plus réputée au monde. Elle passe par la recherche de molécules odorantes synthétiques ou l'analyse de ressources naturelles. Stéphane a recours à Xavier Fernandez de l'Université de Nice pour identifier les composants de ces matières glanées à travers le monde. Salut Stéphane, tu vas bien? Très bien, et toi? Bonjour Camille. Bonjour. Ça va? Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené de beau? Là, je vous ai ramené pour une fois quelque chose qui n'est pas loin. Ça va changer des autres matières, je te ramène du bout du monde. Ok. Tu peux regarder un peu ce qu'il y a dedans? Donc on va pouvoir tout de suite le thermodésorber. C'est sous l'effet de la chaleur et du gaz, ils vont être entraînés. Et là, on va avoir cette ligne de transfert. Donc, ils vont être thermodésorbés, ils vont être envoyés vers l'équipement. Ici, ils vont être focalisés pour ensuite les introduire dans la colonne, pour les séparer et les analyser. Et là, on va caractériser vraiment les notes florales, les notes de tête, vraiment ce qui ressort en premier, alors ce qui peut nous donner des indications intéressantes. Quand on a une note animale qui apparaît, c'est un pic qui est comme ça dépend de quoi? De la puissance ou quoi? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici, tu vois l'intensité et surtout ce qu'on appelle l'air sous le pic. C'est-à-dire, cette surface qu'il y a sous le pic va être proportionnelle à la quantité. Donc, en gros, plus le pic est important, plus le compoté est abondant. Et là, dans l'évaluation que fait Camille olfactivement, ça peut arriver de quasiment pas avoir de pic, ou même de ne pas avoir de pic, et d'avoir une odeur, c'est-à-dire qu'on sait que le composé est très peu concentré, mais par contre qu'olfactivement, il est très puissant. Elle va ressentir, elle, au travers de ce nez, moi, ce que j'ai ressenti sur le terrain,
mais ça ne va pas se traduire par les pics que l'on voit là. Exactement, et surtout la différence par rapport à toi sur le terrain, c'est que sur le terrain, tu as senti un mélange. C'est-à-dire que tu as senti toutes ces molécules qui venaient vers toi ensemble. Tandis que là, on est en train de les séparer. Et je pense qu'on en a pour des heures, voire des jours de travail pour te dépioter tout ça et arriver avec une information beaucoup plus fine. Donc effectivement, ce n'est que le premier pas. Donc tu vois, c'est la première fois que je voyais ça justement, c'est des sorbets laitiers, c'était vraiment super. Bon, tant mieux, comme ça au moins tu l'as vu. On voit qu'on est quand même sur une matière première et une plante à parfum qui est très ancienne et qui a été utilisée pendant longtemps. J'ai retrouvé cette fleur qui est quand même une très jolie fleur, qui sent effectivement la fleur blanche, un peu mielée, etc., qui me paraît assez intéressante en termes d'odeur. Et je veux comprendre qu'il y a des nouveaux producteurs, assez jeunes d'ailleurs, qui remettent en production ce lys. Alors, de façon paradoxale et assez amusante finalement, parce que nous, cette remise en culture vient de nos travaux sur les parfums anciens. Donc, et pour nous aider, ils ont remis en culture pour nous produire la fleur. Mais en même temps, effectivement, il n'y avait pas du tout d'incidence l'un sur l'autre, le lys. Et donc, tu vois que cohabiter en même temps une étude très scientifique et archéologique sur les parfums un petit peu anciens, antiques, et en même temps une remise au goût du jour à travers le tissu agricole régional. C'est au Mât Provence, à Placassier, que Constant Vial applique avec passion sa propre politique de sauvegarde et de diffusion des plantes qui, depuis les Médicis, ont fait la renommée de Grasse. Là, il y a des variétés de roses anciennes. Elle fait pivoine. Et donc, elle s'appelle lunier ou rose rouge d'Auribeau, parce qu'en hiver, elle a le pied qui devient rouge, se colore de rouge. Et les pétales sont rabattus sur le dessus, on dirait une pleine lune. C'est pour ça qu'on l'appelle lunier. Et pourquoi elle est double comme ça, alors, du coup? Parce que c'est une variété comme ça, on ne sait pas quelle est son ascendance. Elle est très bonne pour faire de l'eau de rose, meilleure que la centifolia. C'est ça la particularité de ce jardin, c'est d'avoir des choses qu'on a connues, qui ont fait partie de l'histoire de la parfumerie grassoise et qui sont sur le point de s'éteindre, parce que, voilà. On peut comparer avec l'autre centifolia, du coup, on va aller voir. Voilà. La différence de fleurs. Là, c'est même pas du simple au double. Hein. En termes de finesse, je crois que ça, c'est un secret qui appartient aux parfumeurs. Hein. Les parfumeurs me disent que vous étiez celui qui a réintroduit, entre guillemets, la tubéreuse ici à Grasse. Ça, elle est là-bas. Je vais vous montrer ça. Ah oui, ça, je veux bien, ça. Ouais. Voilà les tubéreuses. Ça, pareil, même chose. Et donc ça, c'est cette espèce qui avait disparu en fait de la parfumerie, hein, oui, bien sûr. Il y a quoi, quelques dizaines d'années, voilà. Et que vous avez réintroduit. C'est-à-dire, je suis reparti avec très peu d'un propriétaire qui en avait gardé parce qu'elle pouvait aller au marché. Ils étaient producteurs de légumes, et donc en allant au marché, ils vendaient leurs bouquets. C'est ça qui a permis de les faire perdurer. Et puis un jour, on m'en a vendu 3 cagettes. 3 cagettes, ça fait l'équivalent d'une caisse, d'une demi-caisse. J'ai multiplié. Et donc maintenant, c'est redistribué un peu partout sur Grasse, avec quelques producteurs qui ont relancé cette espèce. Oui, voilà. Donc surtout à Pégoma, chez Chanel, puisqu'ils en ont de nouveau 2 hectares. D'accord. Ouais, et qui est utilisé, bien sûr, pour les parfums aujourd'hui. Et moi, j'ai eu jusqu'à 2500 mètres carrés. C'est un travail énorme. Et c'est un peu, vous êtes la mémoire parfumée de Grasse. Hein. C'est des bien grands mots. Non, mais c'est pas des grands mots, c'est simplement, voilà, il y a un moment donné où il faut que les jeunes générations puissent avoir un... Prennent conscience que c'est à eux, ça, et qu'il faut qu'ils s'en occupent. « 8 heures du matin, sur les hauteurs de Grasse. Une vingtaine de femmes et quelques hommes, chapeautés, s'apprête à cueillir la rose centifolia. Je pense qu'on va laisser ce côté-là s'épanouir un peu plus et vous allez commencer de ce côté de sorte que ce soit tout doucement un peu plus fleuri. C'est Carole Biancalana qui nous accueille sur son domaine. Elle se bat depuis de nombreuses années avec Sébastien Rodriguez
pour redonner des couleurs à cette profession. Bonjour Carole. Bonjour Stéphane. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bienvenue. Merci, c'est un véritable bonheur. Hein, en Pays de Grâce. On rentre dans le parfum immédiatement, là, vraiment, quelle odeur magnifique. En fait, la Centifolia, tu sais, c'est déjà un parfum à elle toute seule. C'est à la fois floral, mais un petit peu épicé, un petit peu doux quand même, hein, miellé. C'est très riche, c'est très complexe, c'est très varié. C'est vraiment excellent. Moi, je sens ce côté effectivement épicé floral, vraiment très intéressant. Et j'en ai senti des Centifolia en Inde, mais ça n'a pas du tout la même odeur. Je trouve qu'il y a un côté très fruité, mais très poire, qu'on ne trouve pas ici. Donc le terroir doit y faire quelque chose, j'imagine. Définitivement, hein, l'empreinte du terroir entre les conditions climatiques, la situation géographique exceptionnelle, entre d'un côté la chaîne des Préalpes, la montagne, de l'autre côté la mer. On est vraiment coincé en Pays de Grâce dans un corridor très particulier. Le terroir du Pays de Grâce, c'est un petit peu un terroir béni des dieux. Et ça date de combien de temps, en fait, ces plantations de roses en Pays Grassois, cette Centifolia hein, qui a été implantée ici, il y a quoi? Il y a une cinquantaine d'années, un peu plus En Pays de Grâce, on retrouve la rose Centifolia depuis presque 2 siècles. On l'a implantée tout doucement, hein, plus tardivement que le jasmin. Et son apogée, effectivement, il y a à peu près 70 ans, dans les années 30, où on est arrivé à des records de production. Ensuite, on a perdu pas mal de parcelles et puis on arrive il y a une dizaine d'années où à nouveau on a un regain pour la matière première exceptionnelle, pour les matières premières un peu précieuses du Pays de Grâce. Et du coup, on est ravis d'avoir aidé pas mal de producteurs à replanter, à se relancer, à reconquérir aussi les terres. Il y a vraiment une cohésion de territoire, à la fois sur la production, à la fois sur la préservation des terres agricoles, sur aussi le retour des grandes marques et des grands noms, à pérenniser, à sécuriser les producteurs pour leur permettre de se développer, de se redéployer, de reconquérir l'espace dédié aux fleurs à parfum. C'est assez formidable de pouvoir être au tout début d'une longue chaîne. On va récolter des fleurs qui, par une expertise, une compétence c'est presque de la sorcellerie, on dit que c'est de la chimie, mais c'est presque de la sorcellerie, d'arriver à capter toute cette fragrance, toute cette matière odorante de la fleur, pour ensuite l'enfermer avec d'autres matières premières dans un jus précieux, dans un flacon précieux. Elles vont finir finalement en vapeur quelque part. T'as ton chat Jasmin qui aime bien la rose aussi. Hein. Ouais. Non, c'est... voilà. Non, elle est super, hein. Elle est super. C'est bon, hein. C'est vrai, c'est un véritable parfum. Il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose. Hein. C'est beau, hein. Magnifique. Des fleurs d'exception du Pays Grassois. Stéphane a maintenant rendez-vous aux Fontaines Parfumées, une ancienne bastide rénovée par le groupe LVMH en 2016. C'est ici, au cœur de la ville de Grasse, que se trouvent les ateliers de création des maisons Vuitton et Dior. Il y retrouve François Demachy, le célèbre né de la maison Dior. Il a grandi dans ce beau pays grassois qu'il qualifie de berceau mondial de la parfumerie moderne. Un terroir qui fait le succès de ces grandes marques. Donc, comment cette ville vous inspire? Quand vous avez une formation de parfumeur à Grasse, ça commence par les matières premières. Que vous le vouliez ou non, en habitant ici, vous êtes confronté à ces odeurs. Moi, je me rappelle quand je rentrais de boîte, pas très... En mobilette? En mobilette, oui. Ouais. Relativement tôt le matin, je traversais les champs de jasmin, puisque c'était en été. Je traversais les champs de jasmin, donc ce sont des odeurs qui vous marquent.
Et alors Christian Dior avait une fleur emblématique qui était le muguet, hein, très très fleur blanche. Hein. Est-ce que vous avez une fleur emblématique? Alors non, moi personnellement, j'ai pas de fleur emblématique, mais en tant que parfumeur, forcément, on aime travailler avec, je vais dire, le jasmin et la rose, qui sont les fleurs principales sur la palette du parfumeur, et qui sont très différentes, et chacun ayant ses qualités propres. Je dirais que le jasmin a un côté beaucoup plus sensuel, beaucoup plus presque sexuel, animal, et la rose, elle, est beaucoup plus facile. En tant que parfumeur, nous ne sommes que des interprètes. C'est-à-dire qu'on interprète dans un certain langage olfactif ce que l'on ressent, ce qui nous a été apporté avec notre propre expérience. On ne peut rien faire sans regarder. D'ailleurs, j'ai beaucoup de livres anciens sur la parfumerie parce que, même si certains sont difficiles à lire, à déchiffrer, mais il y a toujours des petites choses à apprendre et voir ce qu'on pourrait faire, à la fois dans pas tellement dans les matières, mais dans le process pour transformer ces matières, la manière de les mélanger. Il y a des accords qui sont très, très étonnants. Et puis, il y a aussi tout un côté auquel je crois beaucoup, qui est le côté un peu mystique des odeurs. Donc, c'est toujours passionnant. C'est peut-être exagéré, mais pas mal d'idées de parfums sont venues par des rencontres, comme ça, en discutant avec les gens du terrain, parce que... je me souviens notamment Carole qui me disait que quand elle ramassait la rose, après elle avait les doigts qui sentaient le poivre. Et ça m'a inspiré dans un parfum, parce que d'abord j'ai essayé, c'est effectivement vrai, et même si on n'a pas trouvé les molécules de poivre caractéristiques du poivre dans la rose, mais il y a quand même une odeur comme ça, très légèrement épicée, et donc c'est inspirant. Et puis parler avec les gens, c'est forcément enrichissant. Le parfum, c'est un territoire d'échange. Donc, c'est quelque chose d'abord qui est universel, tout le monde comprend, peut-être pas nécessairement pour les mêmes usages, mais tout le monde le comprend. Donc, vous qui êtes un grand voyageur, vous savez bien qu'en parlant de ces produits-là, eh bien, ça ouvre des territoires d'échange extraordinaires. C'est une œuvre de l'homme qui date de plus de 3000 ans. Et 3000 ans, ça veut dire 3000 ans d'expériences qui ont été rajoutées les unes après les autres. Et c'est pas maintenant, sous des pressions économiques ou autres, que ça doit être réduit juste à un produit de consommation. C'est plus que ça, le parfum. L'accumulation des savoirs en matière de plantes à parfum. Voilà ce que Stéphane doit découvrir dans les jardins de l'officine Santa Maria Novella. Retour donc à Florence pour percer le mystère. On est arrivé dans les jardins de Santa Maria Novella, qui sont des jardins récemment créés. Il faut se dire qu'ici, toutes les roses qui poussent sont utilisées par Santa Maria Novella au niveau de leur production, soit pour les parfums, soit pour les produits de soins, soit pour les produits cosmétiques. Là, par exemple, on a la rose clair matin, très jolie rose. Stéphane souhaite approfondir ses connaissances sur la rose nouvelle, la Novella, un des symboles de la marque, mais aussi sur la balsamite, une des plantes mythiques de la région. J'ai essayé de titiller tout à l'heure le jardinier pour savoir quel était son secret, il n'a pas voulu me le dire. Voilà la fameuse rose donc, qui sera utilisée bientôt par Santa Maria Novella. C'est justement la rose nouvelle, très belle rose, avec un parfum très puissant. Et là, on est vraiment sur une rose, j'allais dire une rose anglaise. Un peu une rose confiturée. Très bon parfum. Donc on passe au travers des oliviers, quelques orangers qui sont sur ma droite. Géranium.
Géranium. Ah, et voilà la fameuse plante, la balsamite, utilisée par les frères dominicains, avec cette odeur de chewing-gum fascinante. C'est une des plus vieilles plantes, en tous les cas, de Florence, qui est utilisée en parfumerie et qui a été utilisée notamment dans l'eau de la Reine, qui est une Cologne, dans laquelle il y a 7 plantes, la balsamite, et il y a aussi le cédrat, hein, qui donc a été importé directement par Catherine de Médicis en France, l'eau de balsamite. Là, il y a une plante, je ne sais pas ce que c'est, Calicanto, un Calicanthus. Ça va venir d'Asie, je pense, mais je ne sais pas ce que c'est. Le jardinier me dit qu'il y a des fleurs en janvier, qui fleurissent en janvier et qui donnent un parfum très suave, très sympa. Donc bon, ça va être un petit secret que je vais essayer d'obtenir de Géniaux. Au-delà des jardins, le cœur de fabrication des composants de la marque se trouve ailleurs. Un centre ultramoderne où la rose et la balsamite vont faire les délices tant appréciées des plus grandes stars du cinéma et du show business international. Balsamita. Ah, la balsamita. Ça, depuis 1512. Oui. Ah. Oui. Ouais. Un petit peu d'eucalyptus. Ouais, un peu de tuyonne, un peu de... Tuyonne, oui. C'est vraiment cette odeur chewing-gum donc, qui est utilisée par Santa Maria Novella, à la fois dans les parfums, dans les arômes. Calicanthus. Ah, Calicanthus, c'est la plante que j'ai vue dans le jardin. Dans le jardin. Mais il n'y avait pas de fleurs et je ne connais pas cette plante-là. Il y a un côté, je vais te dire une bêtise, mais je trouve fleur d'oranger quelque part. Il y a un côté, cet aspect qui est assez puissant, frais, floral fruité. C'est presque un parfum en lui-même, je trouve. Oui. Très très bon. Et on va finir par l'ambre gris. Alors là, on va voir le distillateur. Oui, oui. C'est un distillateur pour les fleurs. Oui, pour les fleurs, c'est la vapeur. Et c'est que les fleurs ou il y a d'autres choses qui sont distillées ici? Ici, on va distiller par exemple la lavande, la mélisse. La lavande, mélisse, oui. Qui viennent du jardin, en fait, qu'on a vu. Le jardin vient de la balsamite. Et la balsamite. Balsamite suavenes. Donc la distillation se passe dans la pièce qui est là-bas. Oui. Hein. C'est là, le distillateur. Ah, voilà, distillation, vapeur. Donc là, on charge les plantes avec des plateaux. Oui. Et donc ce conteneur est muni de différents plateaux perforés par lesquels la vapeur va pouvoir passer au travers des fleurs et pouvoir, avec cette vapeur qui va être chargée, condensée, chargée des huiles essentielles des plantes, va passer dans ce tuyau ici et va être condensée dans ce conteneur ici. Il y aura à ce niveau-là la séparation de l'huile et de l'eau, c'est-à-dire qu'on va avoir l'eau chargée de l'huile essentielle, l'eau étant plus lourde que l'huile essentielle va aller vers le bas et l'huile essentielle va être capturée sur le haut. Ce qui fait que quand on aura vidé l'eau, on n'aura plus qu'à prendre l'huile essentielle ici. Et donc pour obtenir cette huile essentielle, dans le temps, on utilisait ce qu'on appelle l'enfleurage. Et l'enfleurage, c'était la capture des odeurs des plantes en mettant sur une surface de suif, des fleurs que l'on piquait régulièrement jusqu'à saturation. Et après, avec la chaleur, on séparait la graisse de l'huile essentielle et on obtenait la matière. Et ils ont trouvé avec la chimie et l'évolution la possibilité d'extraire de ces fleurs les notes parfumées par un solvant chimique qui permet d'obtenir une sorte de beurre, de concrète, qui va permettre demain, en étant mise sous alcool, à avoir l'absolu. Et c'est absolu qui figure maintenant dans les parfums, la plupart des parfums. Les parfums font partie de l'histoire italienne. Mais dans la prestigieuse maison de Lorenzo Villoresi, les nouveaux parfums se créent aussi avec des histoires.
Lorenzo les imagine en observant Florence à travers les fenêtres de son atelier. Si j'ai bien compris dans ce voyage à Florence, j'ai pu m'imprégner notamment de cette histoire avec les Médicis qui avaient cette école, notamment à Pise et l'école à Florence, de fleurs ornementales au départ pour justement former les médecins, pour dire voilà, on a en face de ce nom, voilà ce que ça représente au niveau de la plante. Et donc on sait que telle plante soigne telle chose, mais on peut la reconnaître. Ça, c'est une plante qui est poison. Ça, c'est une plante qui va plutôt soigner telle et telle chose. Et c'est ça qui était intéressant. Et donc, on a cette tradition de plantes ornementales plus qu'une tradition de plantes parfumées. Ben oui, et peut-être que c'est Catherine de Médicis qui, en fait, volait les secrets de parfumerie de Florence pour les emmener en France. Alors, dans les années 500, c'était différent parce qu'il y avait... on a eu 2 reines français qui étaient florentins originalement, Maria et Caterina. Caterina, c'est plus connu pour la parfumerie, mais il y avait une tradition, à 7 ans, il y avait une tradition florentin qui était portée en France. Et après, en France, a trouvé un terrain très fertile et s'est développé beaucoup plus. J'ai jamais entendu parler de ça, de l'extrait d'huile d'olive. Ça, c'est un absolu. Déjà, on a la couleur. Hein. Ça, c'est dilué 10%. Hein. C'est marrant parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça. C'est un peu vert aussi. Ouais. Et on voit le côté un peu gras qui est intéressant aussi. Oui. Et je trouve qu'il y a un petit peu ce côté un peu noisette, je ne sais pas si... Mais c'est ça qui est intéressant avec le naturel, j'imagine, c'est d'avoir quelque chose qui est pas facile à capter. C'est quelque chose qui va varier, par exemple sur la culture des roses qu'on a vu à Grasse, d'une année sur l'autre, c'est pas la même rose. Il peut y avoir un temps très chaud, ou alors de la pluie, et ça va changer finalement l'odeur de la rose, de la centifolia. Mais pour la production et la récolte, il faut comprendre que la région, la Ligurie, entre la Ligurie et la région de Grasse, il n'y a pas vraiment une grande différence. Parce que je regardais sur la carte, en fait, entre Grasse et Florence, on est sur la même latitude. Pas seulement. Pensez-vous à la Ligurie, oui. Pas nécessairement, évidemment, à certaines places, mais d'autres où il y a un peu de collines, comme ça. C'est très, très proche. On a le même Sauf qu'il n'y a pas une tradition de production. C'est quoi, M. Lorizet, aujourd'hui, votre conception de la parfumerie? C'est quoi pour vous, la parfumerie? On dit souvent que la parfumerie, c'est plusieurs choses. C'est en forme d'art. On cherche toujours de faire quelque chose qui donne des émotions positives, qui fait sourire, qui fait... c'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit connaître, mais c'est quelque chose qu'on doit aimer. C'est très lysergique, comment on peut dire, psychédélique. Psychédélique. La parfumerie, c'est beaucoup comme ça. C'est facile, disons, à rentrer dans une dimension lysergique. Dans la parfumerie, c'est naturel, presque naturel. On peut raconter aussi une belle histoire. Mais il faut qu'encore derrière, il y ait effectivement une... C'est pour ça que quand on fait un nouveau parfum, on fait une histoire avec. Il faut suivre des idées, des visions, essayer, et les combinaisons peuvent faire toujours des surprises incroyables. Et puis les possibilités doivent être énormes parce qu'on n'a pas encore découvert toutes les notes en fait, olfactives du monde, parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Moi, je me rappelle notamment dans certains voyages être passé à côté de fleurs, par exemple, qui sentaient rien le matin. Et quand on repasse ou l'après-midi ou le soir, elles sentent quelque chose. Donc il faut être aussi au bon moment où la fleur va accepter de donner sa fragrance et accepter de capter cette matière-là. Quelquefois, on passe à côté de matière. Mais ça pour dire surtout qu'on est très loin d'avoir découvert beaucoup de matières. On a peut-être découvert que 10% des matières aujourd'hui et encore. Lorenzo est un artiste reconnu par ses pairs qui lui ont décerné en 2006 le prestigieux prix François Coty.
Stéphane doit quitter la ville de la fleur. Florence renferme encore bien des secrets dans l'enceinte de ses palais de marbre. Les gants parfumés de Catherine de Médicis étaient parfois chargés de poison et offerts à ses ennemis pour les combattre. Mais c'est là une toute autre histoire peu rassurante, et Stéphane préfère s'en éloigner.